Bonjour, Saïd Bouamama. Bonjour. Au Burkina Faso, le 30 et 31 octobre, il y a eu une révolte, une insurrection populaire. Beaucoup de manifestants se réclamaient des idées de Thomas Sankara. Est-ce que vous pouvez remettre cette révolte dans le contexte de l'héritage de l'ancien président Thomas Sankara? Alors d'abord, constatant que contrairement à tout ce que les médias occidentaux ont pu dire, Sankara a marqué durablement le peuple burkinabé et la société burkinabèse, puisque de nombreuses années après son assassinat, eh bien c'est encore vers lui qu'on se retourne pour trouver les voies de l'avenir. Alors ça souligne tout simplement l'ampleur du travail de Sankara et l'ampleur de la force de ses idées au sein de la société burkinabèse. Nous avions là une des expériences d'Afrique les plus abouties en termes de transfert de pouvoir vis-à-vis des masses, puisque l'ensemble de la démarche de Sankara est de construire une société nouvelle, par en bas et non pas par en haut, de la construire en partant de collectifs urbains, de collectifs villageois qui prenaient le pouvoir et qui avaient à prendre les décisions eux-mêmes. Toute la démarche de Sankara est vraiment basée sur il n'y aura pas de solution sans que le peuple l'invente, la construise, la mette en œuvre lui-même. Et ce qui s'est passé au moment de la révolte, c'est tout simplement que quand on a vécu cela, il reste toujours des traces. Quelle que soit la propagande qui se met en place pour occulter la mémoire, pour faire disparaître le souvenir de cette période, et elle a été nombreuse, les expériences, les tentatives d'occulter cette mémoire ont été nombreuses, et bien dès que le peuple se remet en mouvement, il va rechercher les images, les figures qui lui ont donné espoir dans le passé pour reprendre espoir dans le présent afin de construire l'avenir. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. La difficulté, bien entendu, est qu'une révolte ne suffit pas à transformer la réalité. Il faut encore avoir un projet de société tel que l'avait Sankara. Et là, nous avons eu un peuple qui s'est révolté contre une oppression, mais qui n'avait pas encore l'organisation suffisante pour prendre le pouvoir, comme à l'époque de Sankara, et transformer la société. Sans doute qu'il faut vivre ce qui s'est passé là comme le ballon d'essai d'une révolte qui se transformera en révolution plus tard, c'est-à-dire d'un autre moment historique dans lequel le peuple burkinabé refera ce qu'il a fait, mais cette fois-ci avec un projet de société. Est-ce qu'il est encore temps, après cette révolte, du coup, de transformer l'essai, de concrétiser l'essai et de s'organiser? Est-ce que ça peut se faire en prenant du temps? Bien entendu, c'est toujours un peu plus difficile que de construire l'organisation une fois que les masses sont en mouvement. C'est toujours mieux d'avoir l'organisation auparavant, mais jamais, l'histoire ne se fait jamais d'une seule manière. Et donc maintenant, il faut trouver les voies et moyens au Burkina de tirer les leçons de cette révolte, de se dire pourquoi on n'a pas pu la transformer en révolution. Et une des raisons, c'est la nécessité pour toutes les forces alternatives de converger et de construire une organisation commune, de telle sorte que le peuple ait un cadre qui lui permette d'aller plus loin qu'une simple révolte, et, parce que qui est déjà énorme, mais d'aller plus loin en instaurant durablement ce que Sankara avait essayé de faire et qu'il faut reprendre. Et quel serait le rôle du coup des partis politiques et des organisations de la société civile dans ce cadre-là? Alors du côté des partis politiques, il est évident que l'éparpillement actuel des forces alternatives au Burkina, il y a de trop nombreux partis politiques qui se réclament des idées de Sankara. C'est important qu'ils se posent la question de leur convergence, de telle sorte à offrir une alternative claire, une alternative convergente pour les masses populaires du Burkina. Du côté de la société civile, elle est extrêmement importante, puisque quel était le projet de Sankara? De considérer que le futur Burkina ne sera pas la propriété d'un parti, ne sera pas la propriété d'un leader, mais sera la propriété de l'ensemble du peuple burkinabé. Et donc la société civile, elle est essentielle pour maintenir une organisation dans le peuple, pour maintenir partout des collectifs, pour maintenir partout des initiatives d'auto-prise en charge, qui à la fois permettent de régler les difficultés quotidiennes et à la fois pensent à l'avenir. Et dans une perspective plus sous-régionale, comment des mouvements peuvent se coordonner pour faire émerger un mouvement révolutionnaire à l'échelle sous-régionale, voire panafricaine? Alors j'ai bien entendu pas la solution, sinon on l'aurait déjà mis en œuvre. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous avons trop longtemps sous-estimé le besoin d'une coordination régionale, tout simplement pour répondre au rapport de force des puissances occidentales qui ne laissent pas une expérience comme celle de Burkina aller jusqu'au bout, parce qu'elle a peur que l'exemple que serait le Burkina donne des idées à d'autres. Et par conséquent, il faut tourner notre regard vers l'Amérique latine, dans lequel des mouvements différents ont réussi à converger, dans lequel des pays différents ont réussi à converger, pour créer à l'échelle régionale un rapport de force qui empêche les grandes puissances d'intervenir comme elles le font en Afrique. L'expérience de l'ALBA montre que se libérer du système capitaliste mondial, se déconnecter du système capitaliste mondial, suppose que l'on ne soit pas isolé. Et donc le Burkina, avec les pays voisins et les forces progressistes, révolutionnaires de gauche au Burkina, doivent converger avec celles des autres pays voisins. Pas forcément sous la forme de la fusion, mais au moins sous la forme de la convergence
des luttes, du soutien, de la solidarité d'un pays à l'autre. Et c'est ça qu'il faut construire, en gros, une coordination des forces progressistes de la région. Et à l'époque de la colonisation, il y avait la tricontinentale ou encore des mouvements qui essayaient de s'allier justement à l'échelle internationale pour renverser le rapport de force. Aujourd'hui, qu'en est-il? Alors d'abord, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. La tricontinentale est le résultat de tout le processus de prise de conscience qui est le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu d'abord que la lutte dans chacun des pays risquait d'être détournée, dévoyée et tuée s'il n'y avait pas le soutien au niveau régional, puis au niveau africain. Et on s'est aperçu que l'ennemi était le commun entre l'Afrique et l'Asie. Et on s'est aperçu que c'est le même système impérialiste mondial qui opprimait l'Asie, l'Afrique et aussi l'Amérique latine. Et c'est de là est née l'idée d'un regroupement de toutes les forces, de tous les partis, de toutes les associations qui, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, voulaient remettre en cause ce même système qui créait la misère, la guerre, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous manquons cruellement de structures de regroupement international dans lequel ces différentes forces apprennent l'une de l'autre, tirent des bilans de l'échec de l'un pour ne pas le reproduire ailleurs. Aujourd'hui, nous en sommes malheureusement au b.a-ba, il faut repartir à zéro, mais de nombreuses initiatives existent aujourd'hui pour tenter que des dialogues quotidiens, réguliers, que des convergences d'action aient lieu entre l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Il faut prendre des initiatives. Sans doute que l'idée d'une conférence, nous sommes à l'anniversaire cette année de Bandung, qui était notre grande conférence qui a réuni cette fois-ci l'Afrique et l'Asie. Sans doute qu'au moment de l'anniversaire en 2015, c'est la bonne année, c'est les 50 ans de Bandung, pour nous dire prenons l'initiative d'une conférence dans laquelle on invite toutes les forces progressistes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, au moins pour faire le point, au moins pour partager leur lutte, et peut-être et sans doute de là pourrait naître une dynamique d'organisation. Et qu'est-ce que les peuples européens et les mouvements sociaux européens pourraient tirer des idées de Thomas Sankara? Mais on a toute une série d'apports. Il faut inverser cette idée, qui est une idée coloniale, que c'est ici que nous avons inventé l'émancipation. Sur toute une série d'aspects, des expériences africaines, les expériences d'Amérique latine sont en avance sur ce que nous avons expérimenté ailleurs. De la même façon que sur d'autres aspects, l'Afrique a à apprendre de mouvements d'émancipation ici. Et donc il faut vraiment se dire que c'est tout un monde qui était opprimé par un même système et que partout les peuples ont tenté de construire autre chose et que par conséquent nous avons à apprendre de chacune des expériences. Si on prend juste un exemple, au Burkina Faso, cette idée centrale que rien ne peut se faire sans l'organisation du peuple par en bas, sans des collectifs autogérés, etc. Ça, c'est si on l'applique ici comme grille de lecture, on s'aperçoit que c'est sans doute une des raisons des échecs de la gauche ici, qui souvent s'est construit en parti qui venait dire au peuple des leçons et non pas en termes d'auto-organisation du peuple. Et peut-être que avant même de construire notre société, le simple fait de penser la politique en disant on va vers le peuple et c'est au peuple d'innover, de choisir les mots d'ordre, de choisir les affiches, de choisir ce que l'on doit mettre en avant, sans doute que ça c'est une des leçons qu'on peut tirer. Et enfin pour terminer l'interview, à votre avis, qui ou qu'est-ce qui a tué le président Sankara? À l'évidence, nous savons, c'est la France qui avait vraiment intérêt. Sankara était un vrai danger pour tout le précaré français. Il donnait des exemples à l'ensemble des anciennes colonies françaises. Blaise Compaoré était l'exécuteur d'un commanditaire et en particulier il a beaucoup contribué, ça a été le jouet de la France-Afrique. Il a contribué dans l'assassinat de Kadhafi, il a contribué dans l'assassinat de Sankara. Vraiment, on a avec Blaise Compaoré la main armée du colonialisme français qui ne renonce pas à garder sa mainmise sur l'ensemble de ses anciennes colonies. Et aujourd'hui, est-ce que si un président comme Sankara, anti-impérialiste, anti-néocolonialiste arrivait au pouvoir, est-ce qu'il aurait la chance de survivre? Je pense que Sankara a fait quelques erreurs, qui sont des erreurs que je dirais nobles, des erreurs en faisant un peu trop confiance à des éléments de son entourage. Je pense qu'il faut en tirer la leçon, non pas pour se barricader, mais il faut en tirer la leçon. Et surtout, je pense que l'expérience de Sankara a donné au peuple autour un certain nombre de méfiance et de vigilance. C'est autrement dit, de la même façon que Cuba a pu tenir seul en attendant que d'autres le rejoignent, et après des années de persévérance, eh bien, le Venezuela est venu conforter ce que faisait Cuba, la Bolivie est venue conforter et Cuba est sorti de son isolement. De la même façon, sans doute qu'en Afrique, eh bien, si le Burkina réitère l'expérience extraordinaire
de Sankara, sans doute qu'il y aura une solidarité plus forte des autres peuples, sans doute que la conscience qu'on peut assassiner un espoir est beaucoup plus ancrée que par le passé. Parce que vous avez écrit le livre Les leaders de les figures de la révolution africaine de Kenyatta à Sankara. Sankara est donc le dernier grand leader anti-colonialiste et anti-impérialiste de votre ouvrage. Or, il est mort il y a déjà 27 ans. Pourquoi en 27 ans, il n'y a pas eu d'autres leaders qui ont réussi à arriver au pouvoir? Tout simplement parce que depuis, l'offensive impérialiste s'est accélérée. C'est-à-dire que Sankara, il faut le resituer dans son contexte, c'était un contexte dans lequel l'offensive de la décolonisation était encore présente. Sankara le dit lui-même, je suis l'héritier de toutes les révolutions du monde, et il dit je n'existerais pas s'il n'y avait pas eu Lumumba, Umniobé, etc. Et donc il est encore dans la foulée offensive. Après on a connu une vague de régression avec la mondialisation, avec les guerres qu'ont déclenché les grandes puissances, etc. Et donc ça, c'est pas des terrains propices, on était en recul en Afrique par rapport à tout cela. Et depuis l'expérience de l'Alba, depuis maintenant une dizaine d'années, on est de nouveau dans une phase d'espoir. C'est-à-dire qu'on est de nouveau dans une dimension offensive. Dimension qu'on voit moins ici, parce qu'ici, il n'y a pas de grande résistance, et donc on a l'impression de reculer. Mais si on prend un regard mondial, l'Alba résiste, la tentative de détruire la Syrie ne marche pas, la tentative d'aller écarteler l'Ukraine ne marche pas. Et en Afrique, on a des présidents qui refusent, bien sûr c'est pas la majorité, mais on en a quelques-uns qui refusent les diktats de l'Union européenne. On a l'Érythrée qui construit, qui est une expérience extraordinaire également, qui construit quelque chose de complètement inédit. Donc ça résiste et on est de nouveau à l'offensive. Mais c'est trop récent, ça date d'une dizaine d'années. Ça donnera inévitablement naissance à des leaders. Vous savez, je ne pense pas que les leaders naissent parce qu'ils sont intelligents. Les leaders naissent parce que leur peuple, à un moment donné, en a besoin, parce que le contexte les appelle. Et à ce moment-là, dans la multitude des gens, il y en a un qui, par son histoire, va être le symbole et va être porteur de quelque chose. Sankara le dit lui-même, il dit « Je ne suis que l'expression de ce qu'il y a de meilleur dans mon peuple ». Et bien, comme les peuples sont de nouveau à l'offensive en Afrique, inévitablement, des leaders émergeront. On ne peut pas dire aujourd'hui qui c'est, mais sans doute des grands inconnus qui, dans leur trajectoire, vont porter tout l'espoir de leur peuple et vont synthétiser ces idées, ces intelligences multiples qui sont dans le paysan, dans la ménagère, et qui, mis ensemble, produisent un espoir, produisent ce qui a porté l'humanité depuis qu'elle existe. Quelle que soit l'oppression, il y a toujours possibilité de l'abolir. Ok, merci beaucoup.